Justement, Rémi Dorbeau, vous qui êtes là, je ne sais plus si on a tout dit concernant les produits de biocontrôle. Est-ce qu'on peut, je voudrais être sûr qu'on soit exhaustif. Est-ce que, je sais on devait en parler. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur les produits de biocontrôle? D'abord, ils doivent être homologués. Ouais. C'est-à-dire qu'un produit de biocontrôle, c'est un produit qui a eu une autorisation de mise sur le marché. Par qui? Par l'ANSES, en fait, une société développe un produit de biocontrôle, fait des essais, fait tout un dossier de risque à l'environnement, risque au risque humain, entre guillemets. Après, il y a des données complémentaires. Le dossier est assez complexe à renseigner. Et ensuite, l'ANSES donne un avis favorable ou pas de mise sur le marché, c'est-à-dire qu'il puisse être commercialisé. Ce qu'il faut faire attention dans les produits de biocontrôle, c'est que ce n'est pas du tout la même homologation qu'un produit phytosanitaire. C'est-à-dire que le produit phytosanitaire avait obligation d'avoir une efficacité qui soit proche de 98 à 100%, pas moins. Un produit de biocontrôle peut être homologué avec 25% d'efficacité. Donc il faut bien lire les labellisations, il faut bien lire les fiches techniques des produits de biocontrôle. Ce n'est pas parce que vous avez un produit qui est autorisé sur le marché qu'il est efficace à 100%. Dans le biocontrôle, ce n'est pas du tout ça. En plus, ce sont des produits qui sont délicats à utiliser. Comme je le disais tout à l'heure, ils sont majoritairement préventifs, pas en curatif, parce que d'ailleurs, on le sait, et dans les modes de fonctionnement, comme sont les produits biologiques, ils ont vocation à intervenir d'abord sur le cycle des organismes biologiques, des micro-organismes. Donc, quand ça arrive trop tard et que le pathogène a commencé à infecter la plante, là, généralement, il n'y a plus d'espoir. Donc, ils ont une vocation à être utilisés préventivement. D'accord. Et comme ils ont peu d'efficacité, enfin une efficacité réduite par rapport aux chimies de synthèse qu'on connaît, il faut les placer. Et là, c'est d'autant plus technique, c'est qu'il faut les placer au bon moment, où ils risquent d'avoir le plus d'efficacité et ne pas attendre plus que 30% d'efficacité. 30 à 50% dans le meilleur des cas d'efficacité. Les produits de biocontrôle sont des produits de biocontrôle pour les maladies des gazons, pour les ravageurs, insectes, larves d'insectes, enfin larves terricoles. Et certains peuvent exister, mais vraiment très, très épisodiquement, sur la malherbologie, enfin le contrôle des adventices. Donc c'est tout le panel des produits habituels qu'on a au catalogue, mais qui sont des produits biologiques. À côté de ça, vous avez les biostimulants qu'il ne faut pas confondre. Et là, c'est un mode d'action qui est totalement différent et la vocation du biostimulant n'est pas du tout celle du contrôle d'un bioagresseur. Alors justement, les biostimulants, rapidement, donc c'est comme si c'était des vitamines qu'on donnait aux plantes pour les booster. Ah, vous êtes réducteur. Non, pas du tout. Ça peut être des éliciteurs, ça peut être des hormones, en fait, c'est des produits qui agissent sur la physiologie de la plante pour la préparer ou lui simuler une agression de façon à ce qu'elle lance des mécanismes pour renforcer son immunité. L'immunité chez les plantes, c'est quelque chose que j'utilise avec beaucoup de précautions. Il y a des sujets d'études là-dessus, mais l'immunité n'est pas l'immunité telle que nous, on l'entend au sens humain. Il n'y a pas d'anticorps, il n'y a pas tout ça. En revanche, il y a des réflexes et il y a des réactions physiologiques internes aux plantes quand il y a des agressions. Parfois, ce sont des signaux qui sont des agressions qui peuvent être physiques ou des agressions qui peuvent être même juste chimiques, ou ça peut être même assez difficile à déterminer, mais une plante peut savoir assez tôt quand est-ce qu'elle va être agressée ou pas. Et les éliciteurs ou les biostimulants sont des produits qui sont là pour simuler des conditions où la plante pourrait être agressée et lui faire démarrer peut-être un peu en amont cette réaction on va dire, contre l'agression qui peut empêcher un champignon de pénétrer aussi facilement qu'il l'aurait fait normalement dans la cuticule des feuilles ou dans les tiges et les racines, aussi bien aussi de sécréter des hormones qui vont avoir un effet fongistatique pour le développement du champignon, etc. Là encore, les biostimulants ne sont pas la panacée. La solution dans la lutte intégrée, c'est-à-dire la réduction des phytosanitaires, elle est multifactorielle. C'est que vous devez utiliser tous ces petits leviers qui sont la fertilisation, qui est extrêmement important, l'irrigation, bien pratiquer l'irrigation, plus l'utilisation de biostimulants, plus de biocontrôle, les bonnes graminées au bon endroit qui vont faire que vous allez pouvoir réduire les intrants. Je n'ai pas dit arrêter les intrants, réduire en tout cas les produits phytosanitaires. Et alors justement, dans ces leviers, il y a un levier dont on n'a pas tellement parlé ce soir, c'est les travaux mécaniques.
C'est la base parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les graminées annuelles et les graminées pérennes. Si vous êtes sur un sol qui est asphyxié, vous allez créer des problèmes qui vont faire que des graminées ne pourront pas s'installer et que ce sont plutôt des graminées adventices comme le pâturin annuel qui vont s'y développer majoritairement. Si elles s'y développent majoritairement, elles vont se reproduire et elles vont créer un réservoir grainé dans le sol qui va faire, dès que vous aurez un trou dans la culture, en fait, c'est le pâture annuel qui va repartir. Mais on a le même phénomène avec des plantes dicotylédones. C'est si vous faites un trou dans un gazon, quel qu'il soit, vous avez de la pâquerette qui sort, de la véronique, du mouron, enfin ce que vous voulez. C'est des plantes qui ont des graines, qui vivent plus ou moins longtemps dans la partie supérieure du sol et qui sont capables de germer dès que les conditions sont bonnes. Travailler mécaniquement un sol, c'est se garantir qu'on offre des bonnes conditions de pousse tout au long de l'année pour y produire un gazon. On ne fait pas de l'agricole. L'agricole, les pratiques, vous voyez, même les pratiques, on va dire, culturales de labour ou autres, sont remises en cause parce qu'elles n'ont pas forcément l'utilité en agriculture, alors que nous, on est obligé d'intervenir dans les gazons, et que si on ne le fait pas, on sait qu'il n'y a plus de gazon. Le sol se compacte naturellement sous le passage des engins, des golfeurs, du golf pratiqué dans des conditions qui ne sont pas des conditions appropriées. Là, j'insiste et j'en profite ce soir, c'est de dire si on commence à jouer sur des sols saturés en eau avec des chariots sans porter le sac ou sur des terrains gelés parce qu'on y va jouer et puis qu'on détruit toute la couverture végétale qui est dessus, je ne crois pas que ce soit, on va dire, quelque chose de cohérent agronomiquement et d'écologiquement soutenable. Donc là aussi, la pratique des terrains comme les terrains de sport en hiver, si vous êtes sur des terrains lourds et qui sont pratiqués 20 heures par semaine et que vous savez que le gazon ne pousse plus, ou pousse moins et qu'il n'a pas de capacité à se régénérer. Donc c'est d'avoir une culture qui soit stable et en bon état à la surface et ensuite d'aérer le sol de façon à ce que l'eau percole bien, que l'aération permette le fonctionnement des micro-organismes, qu'il y ait une profondeur de profil qui soit homogène. Et puis surtout, on va dire les opérations culturales, c'est contrôler le feutre. On parlait d'efficacité des sursemis, en tout cas des inversions de flore ou conversions de flore. Le feutre est, à mon avis, le levier le plus restrictif pour la réussite d'une conversion de flore. Si vous avez des terrains qui sont feutrés, vous pouvez essayer tout ce que vous voulez, ça ne marchera pas. En revanche, si vous entamez la conversion de flore, vous imaginez que vous avez lancé une conversion de flore et que vous gérez d'abord le problème de feutre, là, vous augmentez votre taux de réussite au moins de 70%. Ça, c'est un très bon conseil. Merci beaucoup.